étudié en sociologie à une époque où beaucoup d'étudiants allaient en sociologie. J'ai ensuite participé à plusieurs mouvements sociaux, mouvement féministe, mouvement des lesbiennes à Montréal, mouvement gay, dans les années 70. Donc c'était une période où il y avait beaucoup d'ébullition sociale. Et j'ai travaillé dans les groupes communautaires de quartier. Et ensuite, je me suis trouvé un emploi dans un cégep. Donc j'ai enseigné dans un cégep pendant environ 25 ans. Et parallèlement, je suis retournée terminer mon mémoire de maîtrise en sociologie. Et ensuite, j'ai entrepris un doctorat en sociologie. Et le doctorat était beaucoup lié à mes expériences comme lesbienne parce que je me demandais comment les femmes plus âgées que moi avaient fait pour vivre leur lesbianisme dans une période où c'était tabou, dans une période où il y avait beaucoup de contrôle social sur les femmes. Et alors que moi, j'avais toujours été entourée de féministes, de personnes de gauche, j'avais des amis gays, donc j'avais comme l'impression d'avoir un mur protecteur à côté de moi, là, un entourage qui me protégeait beaucoup, qui croyait en moi, et en même temps qu'être lesbienne, on était très politisés, donc on était lesbienne, féministe, on allait changer le monde. Il y avait un sens politique, il y avait un sens personnel, il y avait un sens je dirais, d'expérience subjective, amoureuse et tout ça. Puis il y avait un sens politique. Alors, c'était très cohérent dans mon univers à moi, mais je me disais dans un autre univers, comment ça se passait. Et donc, j'avais entrepris un doctorat et ça a donné un livre et pour moi, ça a été une expérience marquante. La grande difficulté, c'était d'abord de trouver des lesbiennes plus âgées que moi et de les faire parler, c'est-à-dire que quand j'en rencontrais ou je les appelais au téléphone, elles me disaient « mais j'ai rien à dire, il n'y avait rien dans ce temps-là, il se passait rien dans ce temps-là », donc il fallait que je les convainque que sans doute elles avaient quelque chose à me dire. Et là, je pouvais les rencontrer et en général, on n'avait pas suffisamment de 2 entrevues pour recueillir tout ce qu'elles avaient à dire. Mais c'est sûr que c'était très différent parce qu'elles le vivaient très souvent en silence ou en censurant les moindres gestes. C'était vraiment vivre ce que j'appelle dans les interstices, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça paraisse, il ne faut pas que ce soit vu. Et c'est subi. Hein. Moi, j'avais des exemples d'une lesbienne, son patron l'a croisée dans un bar, mais le patron il avait le droit d'être là, mais la lesbienne, elle a été congédiée le lundi matin. Elle s'est rentrée au travail. Donc, c'était vraiment du rejet net, clair, et ça donc empêchait de mener une vie autonome. Si on perd son emploi, on n'a pas d'autonomie, on peut pas être en amour avec une autre femme, on n'a pas l'espace à soi. Pour ça, il faut avoir une autonomie de mouvement, une autonomie économique. Et pour les lesbiennes de cette époque-là, c'était ça les principaux enjeux, de dégager un espace à soi pour avoir leur vie privée. J'ai appris aussi que c'est très difficile de parler des lesbiennes parce qu'elles sont très diverses. On voyait le contraste de génération, mais aussi de classe sociale. Et dans le milieu politique des lesbiennes, à l'époque, on commençait à prendre conscience aussi de l'hétérogénéité du milieu des lesbiennes, alors qu'au début des années 80, on voulait avoir une parole de lesbienne. On a énormément de dissensions politiques. Et là, en faisant cette recherche-là, je me rendais compte combien il était impossible de parler des lesbiennes parce que leurs expériences étaient diverses. Il y a quand même une visibilité lesbienne, mais par rapport aux représentations de l'homosexualité masculine qui sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus diverses et qui vont, je dirais, plus de soi. C'est-à-dire que l'homosexualité masculine ou être gay, ça existe. Tandis que le lesbianisme, la représentation est avancée pour être aussitôt retirée ou dénuée de contenu. Et quand le personnage prend de la force, c'est pas en tant que c'est pas toujours en tant que lesbienne. Dans ce sens-là, c'est pas des personnages pleins, entiers. Les gays, on va construire des stéréotypes positifs autour des gays ou différents styles de gays, alors que les personnages de lesbiennes sont souvent plus affadis. On va les représenter dans un rôle de conjugal. Comme conjointe, comme mère, donc dans des rôles qui les rapprochent du féminin, de la conjointe et de la mère, et rarement en dehors de ces rôles sociosexuels plus traditionnels. Ça les rachète d'une certaine façon, ça les rend acceptables, et on peut penser que c'est une avancée de ce côté-là. Mais je dirais que la culture lesbienne a beaucoup moins percé dans les médias que la culture gay. C'est difficile à dire pourquoi c'est comme ça, mais certainement qu'il y a une résistance à reconnaître le lesbianisme au sens plein du terme comme un choix
et un très bon choix pour les femmes. Alors, je pense qu'il y a une réticence à ça. Je pense aussi que malheureusement, les lesbiennes sont aussi en partie responsables de la situation parce que beaucoup de lesbiennes hésitent avant de s'afficher comme lesbiennes. Elles se font plus discrètes en général que les gays et qui sont plus repliées dans leur vie privée par rapport aux espaces publics ou aux activités politiques. Et donc, ce faisant, je les comprends d'une certaine façon de rechercher un espace privé sécuritaire, ouvert et tout ça, mais on souhaiterait qu'il y ait plus de lesbiennes qui dépassent cette frontière-là et qui s'affichent publiquement. Parce qu'on en a besoin, les jeunes ont besoin de modèles plus diversifiés. Alors moi, je me définis comme lesbienne. Je me suis définie au départ comme lesbienne féministe. C'était lié à un engagement féministe et pour moi, aimer les femmes, c'était aussi comme d'affirmer les femmes valent la peine d'être aimées, les femmes sont des objets d'amour, elles peuvent être des objets d'amour. Alors ça faisait partie d'une démarche féministe et pendant longtemps, je me suis identifiée comme lesbienne féministe. Après, j'ai remis ça en question parce que je me disais, bon, peut-être que le féminisme, c'est quelque chose qui vient recouvrir et donner une certaine respectabilité à mon lesbianisme. Et c'est quand j'ai fait le doctorat que je me disais, bon, lesbienne, là, c'est dur à porter. Et donc là, à ce moment-là, et aussi parce que le féminisme, dans les années 80, les associations féministes n'étaient pas tellement solidaires avec les lesbiennes. Et donc, je me disais, bon, est-ce que je suis vraiment féministe? Je disais, je suis les deux. J'ai accordé assez d'importance à mon féminisme. Maintenant, je veux accorder de l'importance au lesbianisme. Regarder mes racines lesbiennes. Et c'était beaucoup le projet de doctorat. Et donc, j'ai comme dissocié les deux. Et j'ai voulu m'engager davantage en tant que lesbienne et je suis allée à ce moment-là dans le milieu syndical pour former les premiers comités, le premier comité gay-lesbienne à la CSN. Et donc, à développer une visibilité, m'afficher comme lesbienne à ce moment-là. Bien sûr, j'ai gardé mon féminisme. Alors, je me définis encore féministe et comme lesbienne. Je suis cis, donc je ne crois pas changer ma définition de moi-même à ce moment-ci, même si je reconnais qu'il y a beaucoup plus de termes pour se définir. Mais moi, le terme de lesbienne me convient encore, peut-être parce que je me suis aussi beaucoup battue pour qu'on se réapproprie ce terme, parce qu'à l'époque, la majorité des femmes voulaient plutôt soit ne pas le nommer, soit dire j'aime une personne, soit utiliser le terme gay. Donc, on était un certain nombre à vouloir se réapproprier le terme de lesbienne. J'en faisais partie. Donc, c'est un peu comme les termes queer ou les termes plus négatifs qu'on essaie de se réapproprier. Alors, pour moi, c'était ça. Et donc, j'ai travaillé tellement pour le réapproprier, peut-être que je ne veux pas le mettre de côté. C'est vrai qu'il y a des écarts générationnels par rapport au terme, puis que il y a des dissensions autour de ça, il y a des reproches qui sont faits. Est-ce que les lesbiennes sont biphobes ou transphobes? Moi, je me souviens d'une époque où il y avait, effectivement, dans les milieux que je fréquentais, il y avait souvent des commentaires négatifs sur les femmes bisexuelles et même ou sur les lesbiennes qui choisissaient d'être mères ou qui avaient été mères. Elles n'étaient pas forcément les bienvenues dans les milieux les plus politisés. Cela dit, il faut comprendre aussi que il y avait une perception c'était un préjugé, là, mais il y avait quand même une perception à savoir que certaines femmes allaient venir dans le milieu des lesbiennes pour avoir recherché un certain plaisir sexuel et puis aller retourner à ce qui était plus confortable sur le plan social. On tend aussi à juger le passé à partir des critères du présent. Et donc ça, c'est problématique parce que je pense qu'à chaque époque, c'est combat. Et dans 20 ans, peut-être qu'on va juger sévèrement certaines choses qui se font présentement. Donc, je pense qu'on peut faire des constats. C'est difficile de reprocher à un mouvement d'avoir été ce qu'il a été. Il a été ce qu'il a été. Puis l'important, c'est qu'il évolue, que ça change et que les personnes évoluent et qu'on rétablisse le dialogue. Parce que sinon, on ne fait que se diviser. Il devrait y avoir plus de façons de transmettre l'histoire du militantisme. Il y a quelques films qui existent, comme Lesbiana, mais Lesbiana, c'était la tendance lesbienne séparatiste. Et c'était pas tout le mouvement des lesbiennes qui était comme ça. Il y a eu des luttes lesbiennes
pour avoir le droit d'être mère, pour des luttes lesbiennes pour être reconnues comme conjointes, dans différents milieux. Et ça prendrait plus de travaux, écrits, films, témoignages, pour avoir des outils pour cette transmission-là. Ça, c'est de un. De deux, jusqu'à un certain point, je vais peut-être paraître négative, mais jusqu'à un certain point, l'expérience ne se transmet pas. C'est-à-dire que c'est un peu comme si ma grand-mère peut me parler de son temps, mais c'est son temps, c'est pas le mien. Donc, à quelque part, je pense qu'il y a un fossé peut-être inévitable, jusqu'à un certain point, là, entre les générations, juste parce que le monde n'est plus le même. Et donc, j'ai beau dire ma lutte est importante à ce moment-là et je pense que je l'ai bien menée, c'est plus la même chose maintenant. Moi, j'ai commencé à faire de la recherche dans les années 2000. Donc, à ce moment-là, j'étais enseignante au cégep et je faisais des projets à l'université. Donc, j'étais un peu entre deux chaises. Et puis, il y a eu un processus qui s'est mis en branle, qui était la consultation de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur la situation de l'homophobie au Québec. Donc, ça impliquait les groupes communautaires, des représentants des ministères et deux chercheurs, Bill Ryan et moi. Et de l'ensemble de ces travaux, il y a une série de recommandations qui ont été faites par la commission, et dont la création d'une chaire, c'est-à-dire la production de connaissances sur l'homophobie. Alors, c'était mon idée, c'était mon projet, parce que je me disais, il est temps que l'université produise des connaissances. Il y avait un retard du côté francophone, il y avait un retard même par rapport au département de sexologie, et l'idée, c'était de produire des connaissances qui seraient construites en collaboration avec les organisations. Donc, d'emblée, dans le projet de chaire, il y a une présence, oui, du Bureau de lutte contre l'homophobie, du Conseil québécois LGBT, de la Commission des droits et d'un groupe régional dans le comité de direction de la chaire. Il y a vraiment une diversité de projets avec plusieurs groupes. Maintenant, le projet actuel, c'est le projet Sa vie LGBTQ. C'est un gros projet qui a été développé à partir du partenariat de la chaire. C'est un projet dans lequel on veut ouvrir à d'autres partenaires, notamment hors Montréal, parce que les gens hors Montréal sont généralement négligés ou absents des recherches. On veut aussi que le projet soit plus inclusif des groupes qui ont été plus marginalisés, des groupes trans, de la diversité ethnoculturelle. Et c'est difficile parce qu'il y a moins de liens avec ces groupes-là, il y a plus de méfiance face à la recherche universitaire. Et il y a un troisième volet à la chaire qui est de soutenir la relève étudiante. Moi, je suis actuellement célibataire, ça commence à faire plusieurs années. Comme je dis, j'ai pas le temps d'avoir une blonde, j'ai trop de travail. Je n'ai jamais voulu d'avoir d'enfant, même étant jeune. Je n'ai jamais aspiré à la maternité. Ce n'était pas une frustration, ce n'était pas un désir. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être missionnaire en Afrique ou directrice d'école, ouais, mais pas mère, ni mariée, ni mère de famille. Ces idéaux ne m'ont jamais attirée. Je sais que c'était à l'époque des idéaux très forts pour beaucoup de femmes, mais pour moi, ça me dit absolument. Donc, je n'ai jamais voulu me marier, par exemple. J'ai milité pour la reconnaissance des conjoints de fait, des conjointes de fait, parce que je considérais que c'était une injustice. À l'époque, j'étais avec une conjointe, j'étais syndiquée. Dans ma convention collective, j'avais droit à des assurances, j'avais un fonds de retraite. Et s'il m'arrivait quelque chose, elle ne pouvait pas en bénéficier. Alors ça, je trouvais que c'était une injustice de contribuer à un régime et que les avantages ne soient pas les mêmes pour tout le monde alors qu'on est dans des situations identiques. Alors ça, je me suis battue pour la reconnaissance des conjointes de même sexe. Le mariage, ce n'était pas une aspiration pour moi, donc je ne me suis pas impliquée dans la lutte pour le mariage, sauf à partir du moment où ça a commencé à faire l'objet d'un débat polarisé, on est pour ou on est contre, et là on a entendu toutes sortes de discours qui disaient « Ah, le mariage c'est un homme et une femme, ça a toujours été comme ça, c'est naturel ». Alors ce genre de discours-là, je ne peux pas sentir. Alors là, j'ai commencé à m'impliquer pour dénoncer ce genre de discours-là. Le mariage est une institution qui est construite, qui évolue, heureusement.
toujours à la blague que j'ai pas le temps de rencontrer une autre femme. Il faudrait que ce soit, je disais, né du samedi soir au dimanche midi. Après ça, il faut que je me remette au travail. C'est sûr que moi, je suis très occupée. Mais admettons que je voudrais rencontrer une autre femme. Si je voulais rencontrer une autre femme, ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas de lieu. Ce dont j'ai manqué, moi, et après, je dirais à partir des années 90, là, quand les réseaux de lesbiennes des années 80 se sont défaits, c'est des espaces où on pouvait aller comme ça informellement, bruncher, le midi, rencontrer des amis, rencontrer des connaissances, possiblement rencontrer une amoureuse potentielle. Et ce genre d'espace-là n'existe plus. Du moins, comme je vous dis, je parle de mon groupe d'âge et de classe. Mais donc, justement, ce sont des réseaux plus repliés sur eux-mêmes. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de rencontrer quelqu'un d'autre, même si je le souhaitais. Je ne pense pas que ça pourrait arriver comme ça, parce que je pense que les lieux de rencontre, les moyens de rencontre ne sont pas là. Puis parce qu'on est lesbienne, ça ne veut pas dire qu'on s'entend avec n'importe quelle lesbienne. Je veux dire, je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les lesbiennes sont différentes de culture, de classe. Moi, j'ai une vie intellectuelle intense. Bien, c'est sûr que je veux quelqu'un avec qui je pourrais partager ça, partager les lectures, partager des activités. Donc, il y a ce genre de complicité aussi qu'on ne peut pas avoir avec une autre femme simplement du fait qu'elle est une femme. Alors ça, pour moi, j'ai vraiment décroché. Des fois, on parle, par exemple, pour les lesbiennes aînées, de faire une résidence pour les lesbiennes aînées. Bien, je veux bien, j'aimerais qu'il y en ait plusieurs, même, de résidences pour lesbiennes aînées, mais en même temps, ma réticence, c'est toujours de dire, ben, je vais être avec des lesbiennes avec qui je m'entends, puis je partage des affinités. Sinon, le fait d'être lesbienne ne suffit pas, je crois, à créer des liens d'amitié, des liens amoureux. Il faut d'autres affinités, d'autres complicités pour que ça se produise. Dans ma catégorie d'âge. Be happy for this pride, there's no more to hide. Now show me your deep side, come and find my weak side.